Justice sociale. On entend ce mot absolument partout. Mais et si on prenait le mot justice au pied de la lettre? Parce que, logiquement, s'il y a justice, eh bien, il faut bien un juge, non? C'est autour de cette simple question que tout s'articule. Qui est le juge? Et la réponse, tirée de l'analyse qu'on décortique aujourd'hui, est assez dérangeante. On démarre fort avec une citation qui donne le ton. Selon la source de notre analyse, la justice sociale est probablement le terme le plus représentatif de la société dite moderne. C'est pourtant aussi un des plus vides de sens. Ouf, c'est une affirmation plutôt radicale, n'est-ce pas? Notre objectif ici, c'est de comprendre, pas à pas, la logique qui peut mener à une conclusion pareille. Alors, première étape du raisonnement, on va d'abord se demander pourquoi cette idée de justice sociale est si populaire, si valorisée, tout en étant, selon l'auteur, si floue et difficile à définir concrètement. Et nous revoilà à la question centrale, celle qui change tout. Parce que dès qu'on dit justice, on pense jugement et donc juge. En posant la question qui juge, on est obligé de sortir de l'abstrait pour aller vers le concret. C'est un peu le grain de sable qui vient gripper la mécanique. Pour répondre à cette question, l'auteur s'appuie sur une distinction qui est vraiment le pivot de toute sa pensée. C'est la différence fondamentale entre ce qui est inégal et ce qui est injuste. Comprendre cette nuance, c'est la clé de tout ce qui va suivre. Le point de départ est simple. On n'est pas tous pareils. Il y a des différences génomiques, culturelles, même géographiques. Mais attention, dans cette perspective, ces différences ne sont pas du tout vues comme des problèmes à corriger. Au contraire, elles sont présentées comme une source de richesse, ce qui permet à des gens différents de jouer des rôles complémentaires et de faire des échanges. Alors voilà, on y est, la distinction cruciale. D'un côté, l'inégalité, présentée comme un état de fait naturel, c'est comme ça. De l'autre côté, l'injustice. Et là, la définition est beaucoup plus stricte. C'est un acte délibéré commis par un individu contre un autre. Un vol, une fraude, une agression, bref, une violation des droits de quelqu'un. L'un est un état. L'autre, une action. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. À partir de là, l'analyse nous met face à un choix, une sorte de carrefour. Il y aurait deux grandes manières d'aborder la question de l'équité, deux approches qui s'opposent totalement. La première méthode, que l'auteur appelle l'intervention vers le bas, c'est un peu comme si la richesse était un gâteau de taille fixe. Le but du jeu, c'est de le couper en parts plus égales. La deuxième méthode, l'intervention vers le haut, change complètement de perspective. L'idée n'est plus de partager le gâteau, mais de garantir à tout le monde les mêmes droits pour que chacun puisse participer à faire un gâteau beaucoup plus grand. Bien sûr, une vision comme celle-ci, ça soulève pas mal de questions et de critiques. L'auteur le sait, et il tente d'anticiper les objections les plus courantes pour y répondre directement. Et la première objection, c'est un grand classique, mais enfin, il y a des gens qui gagnent beaucoup trop d'argent, non? Comment peut-on justifier des revenus aussi énormes? Alors, la réponse proposée ici est que quand on dit trop, ça sous-entend qu'il y a eu une injustice, un vol quelque part. Mais du point de vue de l'auteur, la richesse d'un entrepreneur qui a du succès, ce n'est pas un vol. Ça reflète simplement la valeur que des millions de clients ont accordée à son produit. Le vrai problème des richesses injustes, selon cette analyse, viendrait plutôt des monopoles que l'État accorde à certains, ce qui fausse complètement les règles du jeu. Deuxième grande critique qu'on entend souvent, est-ce que le marché laissé à lui-même ne crée pas inévitablement du chômage? Est-ce qu'il ne laisse pas des gens sur le bord de la route? Ici, l'argument est que non, le chômage n'est pas une fatalité du marché. Ce serait plutôt la conséquence directe des interventions de l'État. Par exemple, un salaire minimum trop élevé ou un code du travail trop rigide. Pourquoi? Parce que ça augmente tellement le coût du travail que ça finit par exclure les personnes les moins qualifiées du marché de l'emploi. Et enfin, troisième objection qui touche à la notion de mérite. L'idée que cette économie ne récompense pas le travail à sa juste valeur. Là, le point soulevé est assez subtil, mais il est capital. L'argument est le suivant. Ce n'est pas le fait de travailler en soi qui est récompensé, ce sont les résultats de ce travail. Le mérite, dans cette logique, n'apparaît que si le travail produit quelque chose que d'autres personnes jugent utile et auquel elles accordent de la valeur. Bon, après avoir balayé ces objections, on arrive enfin au cœur du réacteur, si l'on peut dire, à la réponse finale à notre toute première question. Alors, si ce n'est pas au gouvernement de décider, ni aux médias, ni à qui que ce soit d'autre, qui, au final, peut juger de ce qui a de la valeur, de ce qui mérite récompense? Qui est légitime pour être ce juge? Et la réponse de l'auteur, la voici, le seul juge qui soit vraiment neutre, c'est le marché. Mais attention, pas le marché comme une entité mystérieuse, non. Le marché, c'est juste la somme de milliards de décisions prises par des millions de personnes chaque jour. En gros, le juge, c'est tout le monde et personne à la fois. Un jugement décentralisé, impersonnel et permanent. Pour conclure, l'analyse s'appuie sur des citations très fortes. La première est de l'économiste Friedrich Hayek. Et disons qu'il ne mâche pas ses mots sur ce qu'il pense du terme justice sociale.
La deuxième vient de Milton Friedman, et elle exprime un doute immense sur l'efficacité des mesures sociales. Il va jusqu'à mettre au défi de trouver ne serait-ce qu'une seule mesure qui n'ait pas produit l'inverse de l'effet recherché. Voltaire Williams, lui, propose sa propre définition, très directe, très individualiste. La justice sociale, c'est simple, je garde ce que je gagne et tu gardes ce que tu gagnes. Le désaccord est possible, mais il faut alors justifier pourquoi une partie du revenu de l'un devrait aller à l'autre. Et on termine avec la citation la plus percutante, celle de Christian Michel, qui qualifie la notion de mensonge et même de ruse du mal. C'est une conclusion choc qui résume bien la radicalité de la position exposée ici. En somme, cette analyse nous propose de démanteler complètement le concept de justice sociale pour le remplacer par la justice au sens individuel et par la neutralité du marché. C'est une perspective qui, qu'on soit d'accord ou pas, force à s'interroger sur ce qu'on met vraiment derrière l'un des mots les plus puissants de notre époque.